Et bientôt 11 heures. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Voici les titres. Et d'abord, Fabien Roussel complètement estomaqué. C'est lui qui le dit. C'est la réaction du candidat communiste à la présidentielle accusé d'avoir occupé un emploi fictif entre 2009 et 2014. Il répond faux. J'ai des preuves. Et puis cette question, faut-il interdire la chasse le week-end? Le débat est relancé après un nouveau drame dans le Cantal samedi. Une randonneuse de 25 ans a été tuée par une chasseuse de 17 ans. La jeune femme a été placée en garde à vue. Il a donc décidé de se défendre, Fabien Roussel, et on va en parler dans un instant. Autour de la table avec nous pour le débat politique sur LCI, Céline Calvez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député La République En Marche des Hauts-de-Seine. Benjamin Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Yannick Jadot. Danielle Simonet, bonjour. Merci d'être là. Conseillère de Paris, oratrice nationale de la France Insoumise. Et Céline Hervieux, bonjour. Vous êtes secrétaire nationale du Parti socialiste. Voilà pour les présentations. Maintenant, Fabien Roussel qui a décidé de se défendre et se dit ce matin complètement estomaqué après des accusations relayées par Mediapart. Il aurait occupé un poste fictif pendant 5 ans, le candidat communiste à la présidentielle. Voici ce qu'il en dit. Je ne comprends pas comment on peut remettre en cause le travail que j'ai pu faire, réel. J'étais un homme de terrain au service de Jean-Jacques Candelier. Les pneus de ma voiture s'en souviennent. On a mené beaucoup de combats et voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette affaire. Je respecte beaucoup le travail des journalistes et c'est d'ailleurs et la liberté de la presse, mais aussi la démocratie qui permet qu'on puisse comme ça mener des enquêtes. Et donc je réponds que j'ai travaillé beaucoup, et travaillé avec Jean-Jacques Candelier. Et je suis fier comme lui et avec mes autres collègues du travail que nous avons pu faire ensemble. Voilà pour la réponse. Les accusations, c'est Mediapart. Fabien Roussel a été entre 2009 et 2014 l'attaché parlementaire de Jean-Jacques Candelier, donc député communiste de la 16e circonscription du Nord. Il était alors payé 3 000 € par mois pour ce travail, soit près d'un tiers de l'enveloppe dévolue aux députés pour rémunérer son équipe. Il est dans le même temps, Fabien Roussel, dès 2010, à la tête de la Fédération du Nord du Parti communiste à titre militant et bénévole. C'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il peut continuer sa campagne après ces révélations, Fabien Roussel? Qu'est-ce que vous en pensez, Danielle Simonet? Bien, moi, ce que je pense, c'est qu'à 1 mois et demi avant l'élection, je ne vais pas là commenter des éléments qui viennent de sortir. Monsieur Fabien Roussel a commencé à s'expliquer en disant qu'il avait effectué ce travail d'attaché parlementaire pour lequel il ne s'était pas caché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette campagne présidentielle, elle soit sur le fond du programme. Donc, n'attendez pas de moi que je donne plus d'éléments alors que je découvre la raison pour laquelle je vous ai posé la question voilà. à vous en premier, c'est que c'est, pardon d'être un peu cynique, mais une bonne nouvelle pour la France insoumise d'avoir un candidat communiste affaibli, alors que Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, est en tête dans les sondages à gauche et qu'il a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, sa popularité sondagère, en tout cas, augmenter. Non, je souhaite qu'on aborde la question du fond. Aujourd'hui, il y a une urgence sociale. Il faut décréter la situation d'urgence sociale. Il faudrait à tout prix qu'on parle de l'augmentation nécessaire du SMIC à 1 400 €, qu'on parle de mettre en place une garantie minimum pour lutter contre la grande pauvreté, qu'on parle par exemple de la question de la crise du logement, qu'on aborde ces questions-là fondamentales. Et à 1 mois et demi du scrutin, voilà, qu'on se concentre sur la bataille programme contre programme, voilà, et les urgences des citoyens et des citoyennes dans ce pays. Il n'y a pas de sujet Roussel. Vous êtes d'accord, Benjamin Lucas? Oui, moi, je crois que là, on est effectivement très proche d'un premier tour d'élection présidentielle incertain, dans un contexte où le pays ne va pas bien, où le monde ne va pas bien, et que, effectivement, les préoccupations de nos concitoyennes et nos concitoyens, c'est qu'est-ce qu'on fait? Nous, on propose un revenu citoyen. Qu'est-ce qu'on fait pour éradiquer la grande pauvreté? Qu'est-ce qu'on fait face au péril climatique, qui est le plus grand défi auquel a été confrontée l'humanité? Après, nos compatriotes vont découvrir ou connaître ou approfondir leurs connaissances sur les candidatures qui sont posées aujourd'hui. Moi, il y a un article de Mediapart. Je respecte évidemment ce que dit la presse avec intérêt, avec attention. D'ailleurs, Fabien Roussel lui-même le dit. Et puis, il y a la parole de Fabien Roussel qui se défend. Mais je n'ai pas de commentaires à faire particulier, si ce n'est que les journalistes doivent pouvoir faire leur travail enquêté et que si Fabien Roussel a des éléments qui tendent à corroborer ce qu'il dit, eh bien, il peut les présenter et y avoir l'audience pour se justifier tout à fait normalement. Alors, il y a 3 éléments de la gauche sur ce plateau. Vous en faites partie tous les deux.
La troisième, c'est vous, le troisième élément, pardon. Il n'y a pas de sujet Roussel, nous dit-on du côté des écologistes et de la France insoumise à un mois environ, un peu Non, plus on d'un vous dit mois. qu'il faut parler du fond. Oui, On vous dit qu'il faut parler mais du fond. il y a un sujet. Ce On n'a matin, pas il dit réagit qu'il y a lui-même, un donc on a envie de article dans savoir ce que Mediapart. vous en pensez. Pas des moindres, hein, parce qu'on parle quand même Est-ce qu'on d'emploi peut fictif, toujours on parle être d'argent candidat public. quand on est, pardon, je précise ma question, est-ce qu'on peut toujours être sereinement candidat lorsqu'il y a ce type d'accusation? Sereinement, évidemment, non. Je pense que la question doit être de savoir, effectivement, s'il y a des preuves de cet emploi, pourquoi il ne les a pas communiquées en amont à Mediapart, qui a dû faire son travail de contradictoire avant de publier l'article. Donc, pour un candidat qui est censé incarner la répartition et la redistribution des richesses, oui, ça pose quand même une vraie question de probité, d'exemplarité. Donc, moi, je ne connais pas les détails de l'affaire, mais je pense que c'est important et qu'en effet, le temps que cette affaire soit éclaircie, il devrait se mettre en retrait, en tout cas fournir au plus rapidement les éléments qui prouveraient sa bonne foi, parce que c'est un élément important. Et je trouve que ça montre une fois de plus que rien n'est joué dans cette élection présidentielle. On avait déjà eu de cas d'affaires qui sortaient comme ça au dernier moment. Ça avait été le cas en 2012, ça avait rejoué les cartes aussi en 2017. Donc nous ne sommes pas à l'abri qu'il y ait encore d'autres affaires qui sortent. Et les Français, oui, ont le droit de savoir s'il y a des éléments. Et hier, j'étais quand même atterrée de voir tous les commentaires qui attaquaient Mediapart en expliquant que Edwy Plenel répondait à un agenda politique qui servirait éventuellement Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même aberrant. Il est temps qu'on laisse travailler les journalistes quand même dans ce pays et qu'on respecte leur travail, comme le disait très bien Monsieur Lucas. C'est important. Moi, je trouve que c'est un sujet d'exemplarité. C'est une question d'argent public quand même. Donc, ce sont des faits graves qui lui sont reprochés. Donc, il faut que la lumière soit faite sur cette affaire et en attendant, effectivement, qu'il puisse éventuellement se mettre en retrait. Mediapart qui travaillerait pour Jean-Luc Mélenchon en sous-main, ce n'est pas moi qui le dis, évidemment. Hein, c'est ce qui a été relayé hier. C'est une calfesse, vous en pensez quoi? Non, je pense que, il y a la liberté d'information, Mediapart y contribue. Deux, je trouve que malheureusement, ça vient encore mettre de l'opprobre sur le boulot d'assistant parlementaire. Moi, j'ai une équipe et en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer que en tant qu'assistant parlementaire, on a moult responsabilités, moult façons de travailler. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, si Fabien Roussel a des preuves du travail effectué pendant plusieurs années, il a l'occasion maintenant de pouvoir les fournir. C'est ce qu'il dit, hein. J'en ai les preuves de mon travail et je vais pouvoir les fournir. Ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'il n'ait pas été sollicité avant par Mediapart ou qu'il ne les ait pas donnés avant à Mediapart d'une manière ou d'une autre. Est-ce que les journalistes ne lui ont pas demandé ou est-ce que lui ne les a pas donnés? Ça, c'est autre chose. On verra ça dans les semaines qui viennent. Peut-être, on verra ce qu'il en dit. Je voulais vous faire écouter Fabien Roussel ce matin, qui a été interviewé évidemment à plusieurs reprises sur cette question. On lui dit: j'ai travaillé, évidemment, tout cela, ces accusations, elles ne tiennent pas debout parce que j'ai été attaché parlementaire ou assistant parlementaire en tout cas. Et donc les preuves de mon travail, elles existent véritablement. On va l'écouter dans un tout petit instant. J'aimerais qu'on revienne aussi sur... Fabien Roussel, vous l'avez vu, il était devant le MEDEF ce matin comme d'autres candidats à la présidentielle pour présenter ses idées, ses grandes orientations économiques. Il y avait un absent ce matin, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi, Daniel Simonet? J'ai pas la réponse, mais je pense que sur France 2, Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon débat avec le responsable du MEDEF, Oui, un débat qui c'est était vrai. extrêmement respectueux et dans lequel Jean-Luc Mélenchon, par ailleurs, a bien présenté tout le programme L'Avenir en commun et qui montre que la politique de redistribution des richesses est ce qui permettra justement d'augmenter le carnet de commandes des petites entreprises qui ont des grandes difficultés en ce moment, tandis que une poignée de grosses entreprises du CAC 40 se sont mais vraiment enrichies pendant la crise de manière obscène et portent une lourde responsabilité sur l'aggravation des inégalités et l'augmentation de la pauvreté de l'autre. Mais est-ce qu'il aurait dû y aller malgré tout à ce grand oral organisé par le MEDEF? Tous les autres candidats, principaux candidats, y assistent. Pour ma part, je trouve qu'il a totalement réussi brillamment son grand oral à France 2 et il a exposé de manière Donc en fait, il choisit très claire, à qui il veut parler, très Jean-Luc claire Mélenchon, c'est ça. le programme L'Avenir en commun à ce niveau-là. Et puis, je pense que on est d'ailleurs la seule force avec l'Union populaire à avoir un programme extrêmement complet sur l'ensemble des sujets, y compris la question de la lutte contre la pauvreté. On vient de sortir notamment le dernier plan sur éradiquer la pauvreté, qui pour nous est vraiment un impératif. Mais vous avez énormément de mesures sur la redistribution des richesses, sur la révolution fiscale, sur également comment est-ce qu'on engage enfin Vous nous dites ce que pays. l'accès au programme économique de Jean-Luc Mélenchon est disponible pour ceux que ça intéresse évidemment et qu'il n'avait pas besoin de se rendre devant les chefs d'entreprise. Il a confronté son programme Oui. sur France 2 avec le patron du MEDEF. Et par contre,
j'aime autant vous dire que l'ensemble des chefs d'entreprise ne sont absolument pas représentés par le MEDEF. Le MEDEF, on sait pertinemment que c'est une organisation patronale qui représente une minorité de chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus les entreprises du CAC 40. Ça ne représente pas du tout la diversité de celles et ceux qui créent des collectifs de travail, qui sont attachés à des métiers et pas attachés à augmenter une rente spéculative sur les marchés financiers. Alors, ce qui ressemble plus aux grandes entreprises du CAC 40 qui intéressent le MEDEF. on va revenir sur cette absence. Juste avant, je vous avais promis d'écouter Fabien Roussel qui a réagi donc longuement ce matin aux accusations d'emploi fictif. Voici ce qu'il disait. Il y a rien qui remet en cause mon engagement. On découvre pour votre campagne qui avait bien commencé pourtant. Elle va se continuer, ma campagne. Attention à vous, ne vous blessez pas. Voilà, l'information qu'il faut retenir, vous l'avez probablement vu, c'est qu'il va continuer sa campagne. Il peut le faire en toute sérénité. Ah, on revient sur ce sujet. Ben Je oui, pensais qu'on oui, allait parce revenir qu'en sur fait, ce son l'économie. n'était pas encore arrivé. Oui, Voilà, oui. il vient d'arriver. Non, je pense que Fabien Roussel a expliqué qu'il continuait sa campagne et qu'il allait devoir fournir des preuves que les accusations de Mediapart ne correspondent pas à la réalité. Il n'y a pas grand-chose de plus à donner. Simplement de rappeler la responsabilité en termes de liberté d'information, mais aussi la responsabilité qu'ont tous les dirigeants politiques à pouvoir utiliser les financements publics à bon escient. D'accord, donc tout le monde est d'accord, il peut continuer sa campagne. C'est aux Françaises et aux Français maintenant qu'il appartiendra de juger le 10 avril, qui doit être qualifié au second tour, et à l'issue du second tour, qui doit présider la République. C'est pas à nous ici de Bon, dire vous avez un qui a avis, le c'est pour ça que droit vous êtes ou là, pas. donc, Voilà, il y a une règle, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est la règle des parrainages. Il y a déjà des règles pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est aux communistes, j'allais dire, que cette question est posée, c'est eux que ça regarde, et c'est Fabien Roussel que ça regarde. Moi, c'était pas mon candidat. Je ne défends de toute façon pas sa candidature à la base, donc je vais pas venir ici dire. Mais la question, c'est est-ce que ça peut nuire au débat parce que une partie de la presse va se focaliser là-dessus. Mais C'est qu'à ce ce qui matin, on serait en bien, parle évidemment. ce qui serait bien, Ouais. par exemple, vous voyez, là, on vit, il y a eu des catastrophes terribles encore liées au dérèglement climatique dans ma région des Hauts-de-France encore ces derniers jours avec deux tempêtes consécutives. Il y a une crise sociale, on en parlait tout à l'heure, qui fait que des millions de gens sont dans la pauvreté, notamment les jeunes. Si on parle de ça dans cette présidentielle, peu importe, j'allais dire, les péripéties des uns et des autres. Et puis il y en a eu pendant 5 ans des péripéties sur beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, avec la justice ou pas. Concentrons-nous là sur les réponses qu'on veut donner au pays. Les Françaises et les Français sont grands. En fait, on sait discerner parmi les candidates et les candidats qui a les qualités pour présider la République et qui porte telle ou telle proposition. Donc je pense qu'il ne faut pas que le débat médiatique, pour le coup, se focalise sur le récit de la campagne et pas sur les sujets de la campagne. Parce Alors, que sinon, on parle des aura de deux et on l'abstention va parler massive des le 10 sujets de la avril. campagne, et puisque ce grand oral du MEDEF est en cours, on va parler de l'économie et du bilan d'Emmanuel Macron en la matière. On va commencer avec le Parti Socialiste. Est-ce que la France va mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans en matière économique ? Bah écoutez, on a passé la barre des 11 millions de pauvres dans ce pays, donc non, je considère qu'on ne peut pas évaluer le bilan d'Emmanuel Macron d'un point de vue économique positivement. Alors bien sûr, il y a eu des circonstances quand même toutes particulières avec la crise sanitaire qu'on a connue, et effectivement le gouvernement, je trouve, a répondu plutôt à l'appel du soutien aux entreprises et à l'activité dans ce pays, donc ça il faut quand même le reconnaître. Cependant, il y a une vraie question autour effectivement du rapport au travail qui doit se poser dans ce débat présidentiel, et notamment évidemment, on en a parlé, la revalorisation des salaires, mais donc on parle de la revalorisation du SMIC. Nous proposons une augmentation de 200 € net, mais pour l'ensemble des salaires, il faut travailler avec les branches professionnelles pour renégocier les salaires, notamment en fonction de l'utilité sociale des métiers dans notre pays. Donc ça, c'est très important. Et dans le rapport au travail aussi, la question du temps de travail peut se poser aussi. Nous proposons par exemple de réfléchir sur la question du passage à la semaine de 4 jours, par exemple, dans certaines entreprises qui pourraient fonctionner différemment. Donc tous ces sujets, ils sont évidemment sur la table, mais on ne peut que constater que la précarité, quand même, s'aggrave dans ce pays. Donc on ne peut pas considérer que le bilan est positif. Bilan positif, négatif, quinquennat des riches, comme cela est écrit sur notre bandeau. Oui, quinquennat des riches et quinquennat catastrophique. Il y a un point d'interrogation, je le précise. Non, moi je le dis par l'affirmative, oui, c'est un quinquennat des riches, un quinquennat catastrophique, qui par ailleurs a été dans la continuité de la politique de Hollande sur la casse du Code du travail, que le Parti Socialiste avait commencé à engager. Regardez vers l'avenir, Madame Simonet. Mais oui, mais sauf que nous payons très fortement ce que vous avez enclenché comme casse du Code du travail, et qu'a poursuivi Emmanuel Macron avec les ordonnances. Quinquennat des riches, parce qu'avec les différentes mesures sur l'ISF, sur la flat tax, eh bien ce sont les plus riches qui se sont enrichis très fortement sur le dos du pays. Sur la question de l'emploi, la situation est catastrophique parce que quand Emmanuel Macron et la majorité
La République En Marche se vante de soi-disant bons chiffres du chômage, c'est qu'en fait, vous avez énormément de contrats à temps partiel imposés, de contrats de boîtes d'intérim, et c'est une précarité qui s'est généralisée sous le quinquennat Macron, enclenchant non seulement une augmentation de la pauvreté, mais enclenchant aussi une augmentation des travailleurs pauvres. Et face à cela, moi, je souhaite vraiment saluer le travail acharné des parlementaires de la France Insoumise. Et je suis, par exemple, très choquée quand, pour celles et ceux qui auraient vu Debout les femmes, le film de François Ruffin, ils voient très bien de ce dont je veux parler. La question, par exemple, des métiers du lien, de toutes ces femmes qui sont aides à domicile, qui travaillent, par exemple, dans les EHPAD. Mais ça serait valable, par exemple, pour les cantinières qui travaillent à la ville de Paris et qui, malgré 20 ans de municipalité socialiste, sont toujours à 530 ou 700 euros par mois. Quel mépris. Toutes ces femmes-là qui ont des travaux, des métiers essentiels, vous avez refusé toutes les propositions d'amendements qui permettaient de faire en sorte de reconnaître leur profession et de leur garantir des revenus au moins égaux au SMIC. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudra, et c'est vraiment le cœur un des enjeux fondamentaux de cette élection présidentielle, c'est vraiment de rétablir le Code du travail et la hiérarchie des normes pour que la loi l'emporte sur les conventions collectives, qu'elle puisse être plus favorable, enfin, que le contrat de travail ne puisse pas être plus défavorable que les accords de branche, que les conventions collectives et que la loi. Alors que vous avez fait toute cette inversion de la hiérarchie des normes. Il faudra augmenter les salaires, il faudra également défendre l'emploi public et vraiment changer radicalement la politique que vous avez pu mener pendant tout ce quinquennat au profit des plus riches. On n'a pas besoin de changer la politique qu'on a mise en place depuis 2017, puisqu'elle fait ses preuves. Et même avec une crise sanitaire ou même la crise des Gilets jaunes qui a pu déstabiliser le pays, on a aujourd'hui de la croissance. Un taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. Chez les jeunes, au plus bas depuis les années 80. On a transformé le rapport au travail, notamment en invitant les uns et les autres à avoir davantage de maîtrise de leur formation. On a invité aussi à davantage de partage de valeurs. Et si aujourd'hui, on peut dire que c'est un quinquennat qui a produit de la richesse. Et la richesse, c'est pas uniquement pour les riches. C'est aussi le fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes au SMIC, vous gagnez l'équivalent d'un 13e mois. Pourquoi ? Parce que dès le début du quinquennat, on a pu faire des exonérations, des cotisations qui pesaient. Et donc ça, très clairement, ça se voit aussi dans la poche des Français. Le fait aussi d'avoir revalorisé et étendu les bénéficiaires de la prime d'activité. Ce qui fait que quand vous aviez un métier à temps partiel, que ce soit imposé ou pas imposé, vous gagnez plus et ça vous permet de faire davantage front devant vos dépenses quotidiennes. Et ça concerne notamment les femmes. Ça concerne aussi les hommes et ça concerne notamment les familles monoparentales qui ont à affronter l'ensemble. Donc en fait, vous êtes en train de décrire quelque chose qui ne correspond pas à la situation. Et en plus, quand vous parlez, j'ai été ce week-end à Levallois et à Clichy, vous avez quoi ? Vous avez l'ensemble des entreprises, et que ce ne soit pas uniquement des grandes entreprises ou des grands patrons, qui vous disent merci, j'ai pu maintenir mon restaurant, j'ai pu maintenir mon activité, mes employés ont encore du boulot, et ça, ils vous le disent. Vous pouvez très bien avoir un discours caricatural, mais ça ne correspond pas à ce que vivent les gens. C'est pas caricatural, maintenant, madame. Vous n'avez même pas été capable d'accepter de déconjugaliser l'AAH. Vous n'avez même pas été capable de mettre en place cette mesure-là. Répondre à des défis. Et oui, les métiers du lien, on a commencé à les revaloriser, notamment avec les aides-soignants. Mais il faut le faire davantage. Il faut d'abord faire que ce soit davantage valorisé, même qu'on incite des gens à prendre ces métiers-là. Et l'orientation, la connaissance de ces métiers va aussi y participer. Donc, nous sommes dans un contexte où, aujourd'hui, des candidats passent devant le mouvement des entreprises de France, mais où les indicateurs sont au vert. Donc il faut continuer pendant le prochain quinquennat à faire à ce que les indicateurs économiques puissent continuer à être au vert et qu'on ait un meilleur partage de la valeur. Tout n'est pas parfait, mais ça va beaucoup mieux qu'il y a 5 ans. Je résume un peu ce qui vient d'être dit. Alors, deux choses. D'abord, moi, il y a des indicateurs que je connais. C'est ceux qu'on constate tous les jours de ces jeunes qui font la queue pour survivre à la fin du mois et pour bouffer. C'est ça aussi l'indicateur aujourd'hui qui est la réalité de ce quinquennat. Mais vous parliez d'il y a 5 ans. Il s'est passé quelque chose dans ce quinquennat. Parce que là, j'entends finalement qu'on ferait le même débat qu'en 2017. Vous l'avez gagné, donc je ne veux pas refaire le match, mais il s'est passé quelque chose dans ce quinquennat. Il s'est passé la crise du Covid. Qu'est-ce qu'elle a révélé, cette crise ? Elle a montré que dans la société, il y avait une pleine conscience que la façon dont fonctionnait notre économie, notre modèle social, ne pouvait plus continuer comme avant. Elle a montré qu'elle a inversé les hiérarchies des valeurs. Elle a montré qu'il fallait privilégier ce qui fonde du lien, les services publics, la protection des plus faibles, qui notamment permet de tenir dans les crises, à l'accumulation morbide des biens et cette obsession de la croissance. Vous avez vous-même tout de suite cité la croissance du PIB et vous avez repris cette théorie du ruissellement dont j'avais cru comprendre quand même que tout le monde s'accordait à dire que, en fait, ça n'existe pas. Ce n'est pas
pas vrai. L'enrichissement des plus riches ne profite pas aux plus pauvres. Et on l'a vu, et là, puisque vous parlez d'indicateurs, toutes les enquêtes sérieuses qui ont été faites ces 5 dernières années montrent que les plus pauvres se sont appauvris et que les plus riches se sont enrichis, qu'il n'y a pas de corrélation entre l'enrichissement des ultra-riches et celui des plus précaires. Donc on a ce changement de paradigme-là, finalement, qu'il faudrait intégrer quand même. Cette crise, elle a révélé la brutalité et la violence des inégalités, des injustices. Vous ne pouvez pas faire comme si tout cela n'existait pas. Nous proposons, par exemple, avec Yannick Jadot, un revenu citoyen pour éradiquer la grande pauvreté. C'est ça le sujet qui est posé en 2022. C'est pas de considérer, vous arrivez en disant tout est réussi. C'est normal, vous êtes les sortants, vous n'allez pas dire on a tout échoué. Mais peut-être vous pourriez reconnaître que la situation dans laquelle est le pays aujourd'hui, par exemple sur les questions énergétiques, est d'une grande imprévoyance. Vous n'avez pas changé de modèle. Emmanuel Macron gouverne le pays comme Giscard le gouvernait dans les années 70, comme Pompidou le gouvernait dans les années 60. On l'a vu sur la question de l'énergie, il n'y a pas d'anticipation, par exemple, qui permet aujourd'hui de baisser la facture des Français. Justement sur 40 ou 50 ans. Donc, vous gérez oui. Dans 40 ou 50 ans, vous ferez des centrales nucléaires, on voit la réussite que c'est les EPR d'ailleurs. Mais donc, on voit bien là qu'on est dans une situation finalement où vous pensez, vous étiez le monde, soi-disant le nouveau monde, et en fait vous pensez avec les recettes du monde d'hier, l'obsession de la croissance, de l'enrichissement des plus riches qui va peut-être un jour par hasard ruisseler sur les plus pauvres. Tout ça est quand même d'une prime d'activité faiblesse. Et le SMIC, le 13e mois, c'est pas pour les plus riches. Quand même des arguments d'arrière-garde. Pour le coup, on a l'impression que en fait, vous seriez tout à fait à votre place dans un débat du MEDEF il y a 20 ou 30 ans. Bon, mais le monde a changé. J'ai commencé mon propos les enjeux sociaux, climatiques qui sont devant nous méritent des réponses d'avenir et pas les vieilles réponses du passé qui ont échoué et qui ont échoué notamment dans cette crise. Vous n'allez pas répondre. Non, mais je veux bien répondre. Je veux dire que j'ai commencé mon propos justement en montrant qu'il y avait eu des crises qui avaient pu nous déstabiliser, que nous avions dès le début, de toute façon, en 2017, non, mais parce que peut-être qu'on a mis en place quelque chose dès 2017 qui permettait d'y répondre, ou en tout cas de commencer à mettre en place des moyens d'y répondre. Quand je reviens sur la prime d'activité, sur le fait d'exonérer les plus bas salaires, ça permet de revaloriser le pouvoir d'achat. On a baissé les impôts, on n'a pas baissé les impôts que pour les plus riches, on l'a aussi baissé pour les plus précaires. Il y a une réponse aujourd'hui. Encore les étudiants, mais qui a bloqué les frais d'inscription? C'est nous. Qui a mis en place le repas à 1 euro? C'est qui annonce l'augmentation des frais d'inscription? Vous êtes en train simplement de... Qui augmente l'augmentation? Nous, on est d'accord pour améliorer. On est d'accord pour améliorer les métiers du vin, etc. Mais c'est pas uniquement vous n'êtes pas avec des d'accord, vous avez amendements voté portés contre. par la France Insoumise. Vous avez voté contre à l'Assemblée nationale toutes les propositions de la France Insoumise en ce sens. Donc ne mentez pas. Et l'augmentation des frais d'inscription, notamment pour les étudiants étrangers, c'est sous votre quinquennat. La volonté de continuer à les augmenter, c'est dans votre projet, dans vos déclarations. Mais pas du tout. Arrêtez les mensonges. Mais pas du tout. On est très attaché à ce que l'enseignement supérieur puisse être accessible. Le mot de la fin, Benjamin Lucas, puis j'aimerais qu'on parle de la chasse et de l'Ukraine parce qu'il se passe des choses en ce moment même. Très rapidement, je pense qu'il faut sortir du dogmatisme et que c'était l'une des promesses initiales d'Emmanuel Macron. Je prends un exemple sur la question économique, c'est celui de la création d'emplois et du partage du temps de travail. Vous dites on va faire de la croissance, ça va créer de l'emploi. Il faudrait des années de croissance à 2 chiffres pour atteindre le plein emploi. Donc votre promesse est vouée à l'échec. Ce qui a marché dans ce pays, la seule chose qui crée de l'emploi aujourd'hui, c'est le partage du temps de travail. C'est la raison pour laquelle, avec Yannick Jadot et les écologistes, nous proposons une grande convention citoyenne pour réfléchir à la question des temps de travail et pour partager et réduire le temps de travail. Travailler mieux, moins et tous, c'est possible. Donc là encore, vous montrez bien que vous n'êtes pas, puisque vous refusez cette logique-là, que vous êtes finalement aujourd'hui dans la redite du sarkozysme, le travailler plus pour gagner plus, et finalement les recettes du passé. Vous montrez, vous voyez, vous dites, mais il faut partir des besoins. Restez avec nous parce qu'on va partir en Ukraine. On va aussi parler de la chasse en France. Il faut partir des besoins sociaux et écologiques et organiser la redistribution des richesses et la redistribution et la réduction du temps de travail pour répondre à ces besoins. Vous restez avec nous. C'est ce que nous défendons dans l'avenir. On va continuer de débattre sur LCI avec d'abord cette annonce, vous le voyez sur le bas de votre écran, Air France qui annule ses vols prévus demain entre Paris et Kiev alors que le Kremlin juge prématuré la tenue d'un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. On va aussi parler de la chasse en France avec ce nouveau drame ce week-end, la mort d'une randonneuse de 25 ans tuée par une chasseuse de 17 ans. La gauche demande l'interdiction de la chasse le week-end. Pour ou contre? Une petite pause, on en parle juste après.
11h30, merci d'être avec nous en direct sur LCI. Le débat se poursuit avec Céline Calvez pour La République En Marche, Benjamin Lucas pour Les Verts, Daniel Simonet pour La France Insoumise et Céline Hervieux pour le Parti Socialiste. Merci à tous d'être là. L'actualité à l'étranger ce matin avec ce qu'il se passe en Ukraine. Air France qui annonce à l'instant l'annulation de ses vols prévus demain entre Paris et Kiev au moment où un obus ukrainien a détruit un poste frontière russe. C'est ce qu'annonce Moscou. Autre annonce évidemment, c'était il y a quelques minutes, il y a 1h30 environ désormais, le sommet annoncé entre Vladimir Poutine et Joe Biden est jugé prématuré par le Kremlin. Les Russes, on ne sait toujours pas ce qu'ils veulent faire pour l'Ukraine, savoir s'ils vont envahir ou pas ce pays. Écoutez ce qu'en pense Daniel Cohn-Bendit, selon qui, eh bien, pour Vladimir Poutine, l'Ukraine n'existe pas. Dans la tête de Poutine, l'Ukraine n'existe pas. La mère patrie russe, elle est partie d'Ukraine. Mais ça, Poutine est comme Milosevic au Champ des Mers. Il revient à il y a 2000 ans, le Champ des Mers. Oui, mais ça, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il croit aujourd'hui que passer en force, ça lui rapporte quelque chose ? Voilà, donc ce sommet, c'est évidemment la clé du problème. On apprenait cette nuit qu'il était envisagé par les deux présidents, russes et américains. C'est ce qu'on apprenait. Et puis un peu plus tard dans la matinée, finalement, le Kremlin disait non, attendons, c'est prématuré. Il y aura une réunion d'abord jeudi entre les ministres des Affaires étrangères russes et américains. Est-ce qu'il s'est fait berner, Emmanuel Macron, par Vladimir Poutine ? Ce qui serait bien, là je réagis à ce que disait Daniel Cohn-Bendit, sans doute que pour Poutine l'Ukraine n'existe pas. Ce qui serait bien, c'est que l'Europe existe pour Vladimir Poutine. Et nous appelons avec Yannick Jadot un sommet européen. Il faut que l'Europe parle d'une même voix, d'une voix forte, d'une voix unie, et qu'elle, à travers cette crise, affirme une puissance solidaire. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, aux agressions et aux provocations russes, la réponse est parfois difficile ou mal coordonnée. Après, oui, on a quelque chose de classique là avec Vladimir Poutine, qui joue avec le chaud et le froid, qui souffle le chaud et le froid, qui ajoute de la tension. Et tout ça est extrêmement inquiétant parce qu'on parle quand même de la probabilité d'un conflit sur le continent européen. La raison pour laquelle je vous posais cette question-là, c'est que la dernière fois que les deux hommes se sont vus, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le président français était sorti relativement optimiste et puis ses espoirs avaient été douchés quelques heures plus tard. On a eu l'impression cette nuit d'assister exactement au même scénario. Est-ce qu'il y a de la naïveté chez Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine ? Je pense qu'il y a de la conviction. La conviction, c'est aussi de prendre l'opportunité, parfois le risque d'aller prolonger à chaque fois le dialogue, et ce soit par téléphone ou via les ministres des Affaires étrangères. C'est notamment fait au niveau européen, quand le président assume aussi que la France préside le Conseil de l'Union européenne, c'est qu'il est aussi en contact avec son homologue allemand, par exemple, ou que, comme aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian est avec les ministres des Affaires étrangères à Bruxelles et va rendre compte, effectivement, des échanges qu'il a pu avoir déjà avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien, mais il s'apprête aussi à appeler encore aujourd'hui celui de Vladimir Poutine. Donc on est dans cette coordination, et Emmanuel Macron prend aussi le temps qu'il faut pour aller de plus en plus vers ces solutions qui poursuivent le dialogue. Alors que l'on parle d'un sommet entre membres du gouvernement ou entre chefs d'État, en tout cas, on peut se réjouir que le dialogue continue. On peut déplorer qu'il existe aujourd'hui à la frontière ukrainienne et russe on rapporte des tirs, on rapporte que un cessez-le-feu est quand même entravé. Et on sait très bien que dans les heures qui viennent, on va avoir une grande attention sur tout ce qu'il se passe. Mais tant qu'on est là, la France, l'Europe, à pouvoir poursuivre ces équilibres qui concernent non pas seulement un continent, mais le monde, eh bien nous poursuivons. Les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron depuis quelques semaines pour tenter d'éviter une guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous en pensez quoi ? Je pense qu'Emmanuel Macron essaye de se mettre en scène, mais qu'il ne peut pas être crédible, hélas. Parce qu'en fait, il a une géostratégie totalement alignée sur les positions atlantistes. Et le rôle de la France serait au contraire d'abord de sortir de l'OTAN, de faire preuve d'indépendance pour pouvoir jouer un rôle. Or, aujourd'hui, l'alignement complet d'Emmanuel Macron sur les Américains fait qu'il ne peut pas être crédible, il ne peut pas être audible. Et il faut bien prendre conscience qu'il y a donc deux choses à éviter pour pouvoir contribuer à la paix. À la fois, évidemment,
éviter et s'opposer à ce que la Russie entre en Ukraine, mais aussi s'opposer à le fait que, par exemple, les États-Unis, symboliquement, de fait, annexent l'Ukraine en la faisant rentrer dans l'OTAN. Et cette question de la paix nécessite que la France joue son rôle comme elle avait pu le jouer, notamment sous le général de Gaulle, qui lui était favorable à sortir du commandement intégré de l'OTAN et faisait jouer à la France un vrai rôle d'indépendance au service de la paix. Emmanuel Macron, vous le trouvez volontariste, chef de l'Europe ou au contraire pion à la solde des Américains, c'est ce que disent certains? Non, on ne peut pas dire qu'on soit à la solde des Américains. Par contre, il est clair qu'on partage un socle de valeurs en commun avec les Américains, à savoir la question de la démocratie, de la liberté, de la souveraineté des peuples, contrairement à notre flanc Est. Donc la complexité dans ce conflit, c'est qu'en fait, on a beau échanger avec Poutine, on ne peut pas tenir compte de ce qu'il nous dit, on ne peut pas lui faire confiance tout simplement parce que, y compris ses plus proches conseillers politiques à Poutine ne savent pas précisément ce qu'il souhaite faire en réalité. Et donc, il joue cette stratégie de l'ambiguïté et de la non-prise de décision politique en jouant justement sur nos nerfs. Je pense que la question que vous posiez, c'est la plus importante, c'est de savoir quels sont les intérêts et à quel point finalement une invasion par la force sera délétère pour lui versus des contraintes, donc sanctions économiques, financières que l'Europe pourrait organiser pour contrer justement cette situation, notamment dans le Donbass. Mais la question, c'est effectivement comment on prend une position européenne qui permette de garantir la souveraineté des peuples et la liberté notamment du peuple ukrainien et de contrer cette vision impérialiste de la Russie qui est... Et il faut bien avoir en tête que la Russie n'aura jamais des intérêts communs avec l'Europe. L'objectif de Poutine, c'est d'affaiblir l'Europe. Donc c'est de renforcer son axe Pékin-Moscou. Et la question européenne dans tout ça est quand même un déséquilibre plutôt qui, à mon avis, devrait s'orienter plutôt effectivement du côté atlantiste parce que, encore une fois, nous partageons un socle de valeurs en commun. Et on ne peut pas faire confiance à un gouvernement autoritaire qui envoie des mercenaires, j'ai nommé le groupe Wagner notamment, et qui se déresponsabilise complètement. Ce groupe de mercenaires armés qui commettent des exactions, notamment en Afrique, pour répondre à des ambitions qui sont celles de la Russie, qui n'assument même pas, en dehors de toute convention internationale. Donc on ne peut absolument pas faire confiance à Poutine, y compris parce que dans le discours qu'il nous tient, je pense qu'il ne nous dit pas le quart de la vérité de ce qu'il pense réellement. Et si vous voulez en savoir plus sur ce groupe Wagner, il y a un très bon reportage de Ksenia Bolchakova sur cette question. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat à l'élection présidentielle. Apparemment, il n'est toujours pas candidat à l'élection présidentielle. Apparemment, il ne peut pas faire les deux. Il ne peut pas avoir ses deux casquettes ou ses trois casquettes puisqu'il est aussi président du Conseil de l'Europe. Alors, président du Conseil depuis le 1er janvier, oui. Président de la France depuis 2017, oui. Et suffisamment occupé par ce qu'il se passe dans notre pays, aux frontières de l'Europe et un peu plus loin, pour avoir de quoi se concentrer sur les prochains jours. Oui. Alors écoutez ce que disent les soutiens d'Emmanuel Macron au sujet de cette candidature. D'ici le 4 mars, les choses seront clarifiées. Et je souhaite que le président soit candidat. Il a donné des signaux, je crois, d'envie, de mobilisation claire. Mais il y a, chacun le voit, une période dans laquelle il ne peut pas être occupé à faire campagne, à être dans des meetings, à être dans des réunions publiques. C'est ça, faire campagne. Il y aura un temps pour faire campagne et avant de faire campagne, pour annoncer une candidature. Je fais le distinguo entre la volonté d'être candidat et cette volonté-là, elle est aujourd'hui évidente de sa part, de notre part, à celles et ceux qui le soutenons. Tout est prêt, en tout cas, pour qu'il soit candidat. L'entrée en campagne, faire campagne aujourd'hui, vous avez vu la conversation que nous venons d'avoir sur l'actualité qui a été celle de ce week-end, c'est effectivement beaucoup plus difficile. Donc vous nous confirmez que ce n'est pas si pour vous me tout de posez la suite. question de savoir si tout est prêt, oui, tout est prêt. Bon, tout est prêt. Voilà, Stanislas Guerini qui rassure ceux qui attendent la candidature d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il se sert de cette crise, Emmanuel Macron, pour repousser au plus tard possible le moment de son annonce? Il se sert vraiment à la fois de cette crise, mais il se sert de la Ve République jusqu'au bout, voilà, de cette monarchie présidentielle qui lui permet d'être à la fois omniprésent, sans avoir à assumer le rôle d'être candidat. Donc là, on est en train de piétiner les comptes de campagne, les principes du temps de campagne dans une campagne électorale, avec voilà, ce président qui exploite les rouages de la Ve République, de cette monarchie présidentielle. Donc vraiment, plus que jamais, moi je suis vraiment attachée à ce que nous défendons, le fait qu'on puisse enfin sortir de ce régime-là, convoquer l'Assemblée constituante pour une 6e République, qu'on change ses règles du jeu,
parce que c'est très néfaste pour le débat démocratique. Regardez, vous allez nous faire le sketch jour après jour. Alors, quand est-ce qu'il va être candidat alors que tout le monde sait qu'il le sera? Et c'est autant de temps perdu de confrontation programme contre programme. Bon, moi, je pense que cette crise, par ailleurs, elle doit être au cœur du débat de l'élection présidentielle parce qu'elle est un révélateur aussi des positions des uns et des autres, parce qu'elle elle met en lumière les complaisances, je pense à l'extrême droite, les complaisances de Mme Le Pen ou M. Zemmour avec le régime dictatorial de M. Poutine, parce qu'elle interroge les propres timidités de certains à l'égard de la Russie ou de la Chine, parce qu'elle pose la question, par exemple, de notre dépendance au gaz russe et donc de la nécessité d'une transition écologique ambitieuse. Donc en réalité, le président de la République ne devrait pas avoir peur de débattre dans cette crise avec sa double casquette aussi des enjeux qu'elle pose. Après, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui est dupe, et ça fait quand même 5 ans que le président de la République instrumentalise absolument tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit en tant que président de la République comme candidat. On a vu d'ailleurs, y compris aux élections régionales, des ministres candidats partout, prenant des tôles partout. On l'a vu aux municipales. Bon, donc en réalité, il n'y a jamais eu de ligne de démarcation claire entre le gouvernement, le pouvoir d'un côté, et la dimension électorale ou électoraliste de la République en marche. Donc en réalité, il est candidat. Simplement, il veut peut-être, ou sans doute, éviter de débattre. Moi, je crois en l'occurrence que cette crise, elle renforce la nécessité d'avoir un débat démocratique approfondi sur quel pays voulons-nous, qu'est-ce que nous voulons faire de la France dans les années qui viennent, pour la transition écologique, pour la paix dans le monde et la sécurité du monde et de l'Europe, pour l'avenir de l'Europe. Voilà, cette crise, elle pose quand même la question européenne au cœur. Bon, et donc, ce serait bon pour la démocratie, puisque Emmanuel Macron s'est présenté comme un progressiste, un humaniste, un démocrate il y a 5 ans. Pour la démocratie, il serait bon qu'il rentre dans l'arène et qu'on puisse débattre sereinement, toutes et tous, de ces questions. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on attend qu'il rentre dans l'arène, mais ça veut dire qu'on n'arrive pas à la combler autrement. Ça veut dire que vos propositions ne seraient pas suffisamment intéressantes pour que les Français les écoutent. C'est facile comme élément de langage, madame. C'est pas forcément facile, c'est un constat. Est-ce que les Français s'intéressent à ce que vous pouvez porter? Peut-être, sans doute, mais ce n'est pas en 7 sur 10 sont d'accord avec notre proposition sur la chasse, dont on parlera sans doute tout à l'heure. Que le président devrait s'occuper de la campagne plutôt que de s'occuper des destinées des Français, que ça va plus intéresser les Français. Campagne, juste qu'ils disent je suis candidat, qu'il apporte cette réponse. D'instrumentaliser sa fonction, il est président de sa propre campagne. Il est candidat, qu'il le dit. Quel mépris. Qu'est-ce que ça change qu'il soit candidat ou pas finalement? Alors il y a des règles déjà qui encadrent effectivement le matériel de campagne notamment. Je vois qu'il y a des affiches qui sortent, il y a un local plus ou moins de campagne. Nous on voit tous les week-ends des militants en marche sur le terrain qui font campagne pour Emmanuel Macron, donc ça pose quand même une vraie question. Et ça confisque le débat effectivement parce que c'est quand même un acteur majeur de cette présidentielle, donc on a besoin qu'il nous présente son offre politique. Mais la complexité pour lui, c'est qu'à partir du moment où il va rentrer en campagne, ça va être le temps aussi d'assumer le bilan du quinquennat. Et ça, je pense que ça va lui poser quelques difficultés. On a vu aussi qu'il y avait quand même un grand décalage entre le Macron 2017 et celui 2022. Donc, on ne sait pas réellement ce qu'il pose. On ne sait pas réellement quel est son projet pour la France, puisque là, on sort de 2 ans de crise sanitaire. Donc, il a géré les choses comme ça et je pense qu'il est jugé sur ce bilan-là. Mais en attendant, on ne sait pas vraiment quelles sont les propositions qu'il va mettre sur la table. Donc la campagne ne peut pas vraiment commencer alors qu'on a un acteur majeur quand même de cette campagne qui ne se prononce toujours pas. Oui, Benjamin Leclerc avait quelque chose à rajouter. Oui, malheureusement, on sait, il y a des choses qui fuitent des propositions qu'Emmanuel Macron pourrait faire, et ce serait bien qu'on débatte, par exemple, du grand projet de casse supplémentaire de l'éducation nationale qu'envisage Emmanuel Macron. Ce serait bien qu'on débatte de ce que veut faire Emmanuel Macron des universités, et Mme Simonnet le disait tout à l'heure, de la façon dont il veut faire payer les étudiants et dont il veut mettre fin à la gratuité des universités. Ça serait bien qu'on puisse en parler. La démocratie, en fait, je pense que dans les crises... Je prends un exemple, puisque Emmanuel Macron s'est pris pour une forme de Churchill des temps modernes pendant la crise, vous savez, nous sommes en guerre, etc. Les Britanniques, en pleine Seconde Guerre mondiale, ils ont voté, ils ont eu un débat démocratique, ils ont même changé de Premier ministre. Bon, pourquoi nous, on ne serait pas capable, alors que nous vivons des crises et que nous allons en vivre, on rentre dans un monde avec le dérèglement climatique, les insécurités géopolitiques, etc., dans lequel les crises sont fréquentes, sont régulières. Ce quinquennat en a été l'illustration. De quoi a-t-il peur? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, justement dans les crises, débattre démocratiquement, à visage découvert, j'allais dire, de ce qu'on veut faire pour le pays? Emmanuel Macron, il est candidat. On ne demande pas qu'il arrête d'être président de la République, qu'il arrête de gérer ce qu'il a à gérer et qu'il ne fasse que campagne, mais qu'au moins ils disent clairement, sincèrement, oui, je suis candidat à ma réélection, les Françaises et les Français jugeront, et passons à autre chose. Mais on voit bien que vous avez envie d'entretenir un petit récit médiatique, mais c'est vieux comme le monde. Hein. Vous êtes le nouveau monde, mais enfin Mitterrand faisait déjà ça en 88, Sarkozy l'avait refait également. Le je joue au vrai faux suspense à la fin. Peut-être on aura des affiches tonton laisse pas béton cette fois-ci, j'en sais rien. Mais peut-être ce serait bien là vraiment au regard de la crise démocratique. Encore une fois, on est dans un moment, on n'est pas comme avec les sortants il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. On est dans un moment où des dizaines de milliers de nos concitoyens, des centaines de milliers de nos concitoyens désespèrent de la
politique, désespère de la démocratie. On a eu une abstention massive aux élections régionales, aux élections municipales. Comment on répond à ça? Est-ce qu'on répond en faisant du petit calcul cynique et des effets de com pour créer un vrai faux suspense, ou est-ce qu'on assume le débat et la confrontation démocratique? Ça serait bien que pour une fois Emmanuel Macron ne se cache pas derrière la présidence de la République. On va parler de toute autre chose à présent avec ce drame ce week-end, évidemment. Une jeune femme, une randonneuse de 25 ans qui a été tuée suite à une randonnée. Donc elle a été touchée par une balle perdue, tuée par une chasseuse de 17 ans. Suite à cet accident, évidemment, une partie de la gauche demande l'interdiction de la chasse le week-end. La droite est plus nuancée, l'extrême droite et les chasseurs appellent, eux, à plus de vigilance, à un meilleur respect des règles. Alors, c'est la question, faut-il interdire la chasse le week-end et pendant les vacances? Et pourquoi? Oui, il faut interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. D'ailleurs, le député France Insoumise, Bastien Lachaud, l'avait défendu dans une proposition de loi de novembre 2018 qui avait été présentée, mais hélas pas adoptée par la majorité La République En Marche, parce qu'il faut que le week-end, on sait pertinemment que la chasse est un danger, voilà, et que ces accidents à déplorer, il faut qu'ils cessent. Ce que répondent les chasseurs, c'est que la semaine, ils travaillent, et donc le week-end, c'est leur jour off, leur jour de chasse. Pardon. Mais le droit de se promener doit l'emporter. Et par ailleurs, il est temps que nous pensions enfin un autre rapport au vivant, végétal comme animal, et qui ne peut pas être considéré comme un loisir de chasser et de pêcher. Voilà, qu'à un moment donné, porter atteinte à la condition animale doit être un véritable débat dans notre société. Et déjà, pour des questions de sécurité, faisons en sorte que le week-end et les vacances scolaires, eh bien, la chasse ne soit pas autorisée pour au moins garantir la sécurité de toutes celles et ceux qui souhaitent tout simplement se promener. C'est une calvasse. Non, en fait, je pense que sur la chasse, vous l'avez mentionné, on a des chasseurs qui ne peuvent pas la semaine chasser puisqu'ils travaillent. Mais je pense que c'est pas une question de donc temps. On a des promeneurs qui ne peuvent pas le week-end se promener parce qu'ils travaillent la semaine. C'est fabuleux votre argumentaire. On va risquer je vous ai laissé terminer, je vais les vacances. La proposition que vous faites, c'est de dire que les promeneurs seraient autorisés à se promener le week-end, mais pas la semaine. Moi, je pense que plutôt que de parler du temps, c'est la question du partage de l'espace et surtout la bonne signalisation, la bonne formation de l'ensemble de ceux qui se partagent cet espace. Madame, c'est un conflit d'usage. Je vais vous donner un chiffre. 82% des Français réclament l'interdiction de la chasse vous avez et du plus d'une centaine piégeage. d'accidents de chasse et malheureusement qui ont entraîné de 7 à 11 ces 2 dernières années de décès. C'est dramatique. C'est dramatique aussi bien pour la personne qui à 25 ans a perdu la vie que pour celle qui se retrouve à 17 ans à devoir affronter ça. On sait que c'est dramatique. Les réponses à apporter, c'est de faire plus de sécurisation, donc de faire que ça soit encadré, savoir si c'est le week-end, c'est d'abord que ça puisse se faire. Vous n'avez toujours pas d'idée là-dessus. Mais en fait, je pense à chaque fois qu'il y a un drame, on se repose la question, mais nous avons dès 2019 forcé à ce que la formation soit obligatoire pour les titulaires du permis, et ça c'est important, ça veut dire que c'est une manière de répondre. Il va falloir qu'on soit aussi plus ferme sur la façon de sécuriser quand vous avez des battues qui sont organisées, mais vous avez raison, ça pose une question du rapport au vivant, un rapport au territoire. Et on ne peut pas juste se dire que ce serait réglé en disant c'est autorisé la semaine, c'est autorisé le week-end ou pas les vacances scolaires. 82% des Français, alors que c'est 82% des Françaises et des Françaises sont pour l'interdiction de la chasse le dimanche. Donc par rapport à ce conflit d'usage, que dites-vous? C'est 82% de Françaises et de Français. On va entendre Benjamin Lucas juste avant les 82% de Français. Moi, je vais vous dire pourquoi, madame, vous êtes très mal à l'aise sur ce sujet. C'est parce qu'en réalité, nous sommes face à un problème de sécurité publique et que si ce problème concernait, en termes de nombre de victimes, toute autre chose que la chasse, vous auriez déjà fait une loi sécuritaire avec conférence de presse du ministre de l'Intérieur pour expliquer qu'il fallait le résoudre. La vérité, c'est que derrière ça, il y a un lobby puissant, le lobby de la chasse, qui a table ouverte à l'Élysée. Qui en fait décide plus que les ministres compétentes sur ce sujet, la ministre de l'Environnement Barbara Pompili et la secrétaire d'État chargée des questions de biodiversité. La réalité c'est celle-ci, c'est qu'à chaque fois sur la question de la biodiversité, sur la question de la chasse qui est une question de sécurité publique, de pouvoir se balader simplement tranquillement en forêt sans risquer de prendre une balle perdue, c'est quand même la moindre des choses que peuvent demander aujourd'hui les promeneurs. Sur ces questions-là, comme sur la question du nucléaire, comme sur la question climatique, à chaque fois que vous avez dû choisir entre l'intérêt général, l'intérêt des Françaises et des Français, celui de l'avenir de nos enfants et les lobbies, vous avez choisi les lobbies. Et donc,
Ce sujet de la chasse n'échappe pas à la règle. Vous êtes, et d'ailleurs le président de la République a été, alors pour le coup, il a été très fidèle, Emmanuel Macron, on est parfois très dur avec lui, on dit qu'il a trahi ses promesses, mais pour le coup il a bien gouverné auprès de ceux qui l'ont soutenu, notamment Monsieur Schren et le lobby des chasseurs, puisqu'il a fait la division par 2 du prix du permis de chasse, puisqu'ils ont table ouverte et qu'ils peuvent décider aujourd'hui de la politique qui est menée en la matière. C'est dangereux, c'est criminel de laisser aujourd'hui perdurer autant d'accidents mortels, autant de victimes, autant de drames qui peuvent être évités par des mesures simples, comme nous le proposons avec Yannick Jadot et les écologistes depuis le début de cette campagne présidentielle, l'interdiction de la chasse le week-end et le dimanche, simplement pour pouvoir profiter de nos beaux paysages et de la nature. Et ce sera le mot de la fin, on aura l'occasion, je suis sûr, d'en reparler. Merci à tous les 4 d'être venus ce matin sur ce plateau. Dans un instant, LCI Midi avec Claire Fournier. Très bonne journée à tous, je vous retrouve demain à partir de 9h en direct pour 3 heures d'infos et de débat.